Écoutez, bonjour à tous, hein, bienvenue. On a le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de Protein XTC où vous souhaitez vous faire un retour sur le Cial Paris, tout juste un mois après la tenue de l'événement. Je commence par me présenter. Du coup, je suis Anne-Claire Petitcol, responsable commerciale et communication pour Protein XTC. Et je suis accompagnée de Solène, du coup, une de nos ingénieures consultantes pour nos pôles conseil scientifique et innovation. Nous étions toutes les deux, du coup, au Cial, présentes au Cial, avec toute une partie de l'équipe Protein XTC. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de nous voir au niveau de l'espace Cial Innovation à l'entrée du hall 6 où nous avions un stand. Et avant de commencer ce webinaire, écoutez, sachez que vous pouvez poser toutes vos questions, vos remarques, vos commentaires dans le chat prévu à cet effet. Et nous, on s'est prévu de garder 15 minutes à la fin pour échanger ensemble. Allez, alors c'est parti. Donc, je commence avec une petite introduction sur le Cial. Nous souhaitions vous communiquer quand même quelques chiffres clés sur le Cial qui s'est tenu donc, du 15 au 19 octobre dernier à Paris-Villepinte. Donc, étaient présents 7000 exposants, dont plus de 80% étaient internationaux. Le salon a rassemblé environ 300 000 visiteurs sur les 5 jours, sachant que dans ces 5 jours, il y a eu quand même un jour de grève le mardi. Et enfin, pour vous donner une petite idée de l'immensité du salon, donc c'était 250 000 mètres carrés d'exposition, ce qui est équivalent, pour vous donner une idée, c'est à peu près 100 hypermarchés. Donc avec 8 halls, c'est le salon le plus grand de France. Et depuis plus de 25 ans, du coup, Protein XTC est le partenaire historique du Cial et a créé en 1996 l'espace Cial Innovation. Donc, c'était un espace pour montrer et décoder la vraie innovation en sélectionnant, on va dire, de manière indépendante les concepts à réelle valeur ajoutée. Et depuis ce temps-là, du coup, l'espace Cial Innovation est présent dans chaque Cial à travers le monde pour présenter les concepts innovants de l'année. Parce qu'effectivement, on sait que les visiteurs, que ce soit les groupes et les entreprises alimentaires, les acheteurs, les journalistes, même les institutionnels, ils viennent tous sur le salon aussi pour chercher les nouveaux produits, pour connaître les nouvelles tendances et savoir comment s'orientent les marchés. Donc, en sa qualité de partenaire innovation du Cial, Protein XTC intervient en tant qu'apporteur de contenu en termes d'expression de tendance et travaille notamment main dans la main avec Kantar et NPD afin de comprendre les évolutions des insights consommateurs et aussi afin de décrypter l'évolution de l'offre produit donc dans toutes les régions du monde. Donc, au sujet de cet espace Cial Innovation, pour vous donner ici aussi quelques chiffres, cette année, ce sont 1800 produits reçus et évalués par le comité de sélection. Sur ces 1800 produits, vous en avez 550 qui ont été sélectionnés de par leur réel caractère innovant, ceux qui apportent en fait un bénéfice nouveau pour le consommateur, pour le distributeur ou pour le restaurateur. Et pour vous donner une idée, il y avait eu 28% de produits qui étaient français, dans les sélectionnés, 72% internationaux. Et enfin, au final, ce sont été 21 21 prix décernés au total, donc 14 secteurs pour 14 secteurs, 4 prix spéciaux qui étaient le prix de l'emballage, le prix On the Change, le prix Startup et un tout nouveau qui était depuis cette année le prix du public. Et enfin, les grands prix révélés au salon, donc or, argent et bronze. Après cette introduction sur le concours Cial Innovation, je laisse du coup Solène vous parler des grandes tendances qui se sont dessinées après avoir étudié du coup tous ces produits. Merci Anne-Claire. Alors effectivement, donc moi je travaille chez Protein XTC en tant que consultante ingénieure dans le conseil scientifique et en innovation et j'ai participé au comité de sélection tout au long des derniers mois qui ont précédé le Cial Paris et également au grand jury qui a délibéré pour attribuer les prix par catégorie. Et également les grands prix de cette édition du Cial. Et donc, à ce titre, en ayant parcouru les 1800 produits qui ont été soumis pour Cial Innovation, ça nous donne une bonne compréhension et une bonne vision sur les tendances qui se dégagent sur cette édition en particulier, ce qui la rend un peu particulière par rapport aux précédentes éditions et ce qu'on peut en dire actuellement. Donc, c'est ça qu'on vous propose de découvrir ensemble ce matin.
Tout d'abord, la première tendance qui se dégage vraiment, c'est la très très forte présence de substituts et d'alternatives végétales. C'est vraiment le point marquant de cette édition. Le chiffre qu'on retient, c'est qu'on a eu 24% des produits évalués pour Ciel Innovation qui étaient des substituts végétaux, ce qui correspond vraiment à une très très grande démocratisation des alternatives à la fois à la viande, produits carnés, aux poissons et aux produits de la mer, mais également aux produits laitiers. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est qu'il n'y a pas forcément une adéquation avec la proportion de la population qui a effectivement opéré un shift vers le végétal majoritaire, puisque les populations véganes et végétariennes sont encore assez minoritaires. Et même si la part de la population qui dit réduire sa consommation de viande ou être flexitarien augmente, cette proportion d'innovation végétale est quand même assez énorme. Pour commencer sur les substituts de viande et de produits carnés, c'est les plus nombreux en volume par rapport à tous les autres substituts. Les plus basiques sont souvent à base de légumineuses et donc on va avoir notamment la question de quelle partie de la légumineuse est préservée. Est-ce qu'on garde la légumineuse en entier? Est-ce qu'on en extrait seulement les protéines, puisque c'est un produit qui peut apporter des protéines végétales plutôt intéressantes. On a également des substituts qu'on va appeler mythes analogues, puisqu'ils ont vraiment la vocation à imiter les propriétés de la viande en termes d'aspect, de texture, de goût et de sensation en bouche aussi. Et donc, ça va être vraiment là, on va avoir des substituts qui sont de plus en plus convaincants par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Mais ça pose également aussi la question de la composition, puisque souvent c'est des produits avec des listes assez longues et compliquées à comprendre, et c'est notamment parce qu'il y a un objectif technologique de ressemblance avec le produit d'origine qui est permis par tout un tas d'ingrédients différents. Et enfin, on a aussi des matières premières qui se diversifient. On n'a plus forcément toujours recours au soja, qui est quand même la protéine végétale qui fait un peu référence dans les alternatives. Là, on va avoir, par exemple, le produit qui a gagné la catégorie substitut de viande et de poisson, c'est le produit Leji, qui est un substitut de viande hachée végétale, on va dire, à base de caroube et de farine de riz, et qui a la particularité d'avoir une composition, une liste d'ingrédients assez courte, notamment puisque la caroube est utilisée en tant que texturant pour donner une texture assez ressemblante à de la viande hachée. Et on a également, par exemple, du fruit du jacquier qui est de plus en plus, qui se fait une place dans les substituts, qui a une texture qui peut ressembler un peu à du canard ou à de l'effiloché de porc. Donc ça se diversifie de ce point de vue-là. Il y a également, c'est pas vegan du coup, mais les insectes font un petit peu leur incursion dans les alternatives à la viande, même si c'est encore assez timide et c'est encore pas très plébiscité par le public, notamment puisqu'il y a quand même un peu une barrière psychologique, on va dire, à la consommation d'insectes. Donc pour l'instant, on dirait que les consommateurs ne sont pas encore prêts pour ça. Ensuite, sur les substituts de poissons, produits de la mer, on va surtout les voir dans des versions, dans des produits plus élaborés. Donc, ça va être intégré dans une préparation, par exemple des tartinables, des plats préparés ou des salades. Mais ça n'empêche pas de les trouver quand même sous une forme qui va plutôt ressembler à ce qu'on connaît, donc des steaks ou des filets de poisson, même si concrètement, là, sur le visuel, on est encore assez approximatif par rapport à ce qui est réussi en termes de viande végétale. Et pour le goût, on va souvent faire recours à des algues pour avoir un côté iodé qui est assez caractéristique des produits de la mer. Et enfin, on va avoir des produits qui s'intègrent dans nos usages habituels. Donc, par exemple, là, avec ce substitut de miettes de thon qui va s'utiliser exactement comme on pourrait utiliser une conserve de thon classique. Ensuite, sur l'ultra frais et les yaourts et desserts laitiers, c'est une catégorie d'alternatives, de substituts qui se développe depuis assez longtemps. Et historiquement, on avait effectivement des yaourts de soja principalement. Maintenant, ça va se diversifier en termes de matières premières qu'on met en œuvre pour avoir ce substitut végétal. Par exemple,
dans la gamme Soon. Ça a été récompensé également sur ce produit au chanvre, qui est dans une gamme où il y a également des produits à base d'avoine ou d'épeautre. Et là, le gros changement qu'on voit, c'est que ça va être vraiment des visuels et des promesses qui sont très, très axées sur le plaisir. Donc, on va jouer sur la gourmandise plutôt que sur la santé, qui était plutôt ce qui était mis en avant il y a quelques années, à la fois en termes de positionnement et aussi de visuel et d'univers créatif sur ces produits. Et enfin, pour finir sur les substituts, en termes de fromage et de crème, on va avoir un marché qui s'étoffe, qui grandit, qui est à la fois investi par des startups qui se lancent dans du purement végétal, mais également dans des grands groupes laitiers qui étoffent un peu leur offre classique, on va dire, avec des gammes également végétales. Et ça va avoir plusieurs formes différentes. Le fromage se décline sous plusieurs formes. Donc, on va avoir du fromage qui a vraiment pour objectif de ressembler à un fromage avec du lait d'animal, mais également du fromage frais, du fromage à râper, du fromage à pâte dure, à pâte molle. Voilà, ça va être assez varié. Et les substituts de fromage peuvent aussi s'intégrer dans une préparation culinaire, du fromage à râper, du fromage pour gratiner également, et sous forme de crème pour la cuisine, pour faciliter la préparation de plats un peu plus complexes. Oui, et Solène, hein, d'ailleurs, petit ajout, sur les fromages, les substituts représentaient 50% de l'offre présentée en termes d'innovation. Donc, c'est énorme. Et justement, si on reprend les substituts de manière globale, donc qui représentent un quart de l'offre présentée, toi, en tant qu'experte innovation, est-ce que tu en tires une analyse particulière? Quel avenir, on va dire, tu leur prédis? C'est difficile à dire parce que évidemment, on peut pas prédire comment tous les consommateurs vont se comporter par rapport à ces produits, mais c'est vrai que cette offre végétale et des alternatives, elle suscite un peu des réactions différentes, et c'est d'ailleurs ce qu'on entendait sur le stand de Cial Innovation. Ça fait soit plaisir aux gens de voir une offre aussi variée et aussi diversifiée, ou alors il y a des gens vraiment qui ont une réaction assez inverse et qui se disent il y en a assez, il y en a vraiment trop, et en fait ça va pas intéresser tout le monde. Donc c'est vrai que tout le monde ne réussira pas à pérenniser son produit. Et il y a aussi beaucoup l'effet curiosité, où les consommateurs se disent: «Tiens, c'est marrant, je vais essayer ça une fois», mais pas forcément renouveler l'achat. Et donc en fait, ça va effectivement faire un écrémage dans quels produits vont se maintenir sur le marché ou pas. En tout cas, ce qui est pour faire écho à ce que je disais précédemment, il n'y a pas une population végétarienne ou végane qui est si importante que ça, du moins dans nos pays. Donc c'est voilà, il va falloir, ça va se faire un peu au fil de l'eau, et il faut proposer quelque chose d'assez nouveau et d'assez innovant pour que le produit se maintienne. Ouais, tout en répondant aussi à cette demande de réduire tout ce qui est ultra processé également. Tout à fait. C'est un vrai challenge pour ces produits-là. Pour la deuxième tendance, on parle de végétal, mais le plaisir n'est pas un reste, puisque c'est vraiment toujours un élément moteur de l'innovation, comme on a pu le voir sur cette édition du Cial Paris. D'abord avec des produits qui sont purement et simplement positionnés sur une promesse plaisir, sans avoir d'autres revendications, et ça a été notamment bien renforcé par le contexte de la pandémie et du Covid. Des produits qui évoquent des goûts de notre enfance, des goûts familiers qui nous rassurent, qui nous réconfortent, et qui donc ont vraiment qui jouent sur des textures moelleuses, fondantes, ou voilà, des choses réconfortantes. Mais on va aussi avoir des goûts plus francs, plus marqués, plus intenses, qui sont notamment introduits par des ingrédients qui ont un fort potentiel de goût. Et ça va être, depuis des années, on voit la truffe, mais là, on l'a beaucoup, beaucoup vu exprimé dans les innovations de cette édition du Cial Inno. Et on a aussi de l'ail noir, du yuzu, qui vient aussi donner du peps à pas mal de recettes, notamment des recettes, par exemple, là, on a un exemple de brandade de morue au yuzu. Et sinon, les algues sont aussi des ingrédients qu'on a pas mal vu mis en œuvre dans cette édition, qui apportent un petit goût iodé qui peut être assez particulier. C'est pas forcément toujours des goûts qui plaisent à tout le monde, ça peut être assez polarisant, mais ça apporte un plus au produit, ça permet de le distinguer des autres qui peuvent ressembler.
Et c'est vrai que sur cette tendance premium, donc bien sûr avec des produits plus chers, on peut se poser la question hein, de cette tendance dans un contexte inflationniste où le consommateur a un pouvoir d'achat limité. Mais il faut aussi se rappeler que l'on observe aussi dans la société une fragmentation et une polarisation des profils et des différents types de consommateurs. Donc voilà, c'est une tendance certes plus minime, plus niche, mais qui est réelle. Tout à fait. Et ensuite, sur le goût, on va chercher à avoir un goût un peu plus fort et plus présent et parfois ça passe aussi par, l'utilisation d'un process, de fabrication qui est naturel, puisque la naturalité est quand même, elle est quand même importante dans le plaisir et donc là, on va passer par de l'infusion, de la fermentation, de la maturation, le fait de faire, vieillir des produits pour qu'ils développent des arômes assez particuliers. Donc, on va trouver ça dans différents types de produits. La fermentation peut être aussi sur des boissons. On a pas mal vu de kombucha ou de kéfir, soit à base de fruits, soit sur du produit laitier. Voilà, donc c'est des processus qui permettent de développer des arômes assez caractéristiques et qui peuvent donner un profil aromatique assez différent aux produits. J'enchaîne sur notre troisième tendance qui est le fait d'aller vers une composition de plus en plus clean, notamment sous l'impulsion des associations de consommateurs qui alertent ou des documentaires grand public qui peuvent apporter un peu d'attention sur des substances ou des ingrédients qui font controverse et donc les consommateurs sont de plus en plus vigilants par rapport à ça. Il y a également les applis qui permettent de scanner les produits qui sont un vecteur d'attention sur ces produits. Donc, en l'occurrence, ça donne lieu à des innovations qui permettent de retirer un certain nombre de ces ingrédients indésirables. Le sucre est toujours une cible à réduire, en tout cas dans les produits qui en font notamment qui en ont de manière assez conséquente habituellement. Donc, on va avoir des mentions d'une réduction de sucre, mais le but, ça va être quand même de conserver la dimension de plaisir puisque il s'agit de ne pas trop faire de compromis là-dessus. Alors, ça peut prendre différentes formes. Il y a notamment des produits pour substituer le sucre qui mettent des édulcorants. Donc, voilà, il faut toujours trouver un petit peu une façon de naviguer entre ces différents impératifs et puis voir un peu comment le consommateur répond à tout ça. Ensuite, en termes de nombre d'ingrédients, on va viser une composition de plus en plus minimaliste et en général, quand on a un nombre très réduit d'ingrédients, ça va être affiché sur le pack. Par exemple, là, avec ces 2 produits où il n'y avait que 5 ingrédients. Et enfin, il y a des substances et des ingrédients à mettre de côté ou en tout cas pour lesquels ça se revendique fièrement qu'on n'en a pas. Donc, ça va être le cas des conservateurs, mais également des produits, des allergènes qui peuvent ne pas rentrer dans les régimes alimentaires de certaines personnes, par exemple le gluten ou le lactose, et également les OGM qui peuvent être assez polarisants selon les positions des consommateurs. Donc, ça va être quelque chose qui va s'afficher sur le packaging. Ensuite, sur la fonctionnalité, on cherche des aliments qui nous apportent un bénéfice santé, mais on voudrait que ce bénéfice santé intervienne de façon naturelle. Et donc pour ça, on va avoir toute une gamme de produits axés plutôt sur l'immunité, qui est quelque chose qui a eu un peu le vent en poupe, notamment à cause du Covid et de la volonté des consommateurs de renforcer un peu leur immunité via leur alimentation pour mieux résister à l'épidémie. Ça a été vraiment des produits qui ont connu une forte accélération après 2020 et on a quelques exemples là sur cette édition du Ciel Innovation. Et par contre, on va chercher à avoir des claims immunité basés sur plutôt des produits naturels. Donc, ça va être pas mal par rapport à des ferments ou bien des vitamines, des minéraux qui peuvent être porteurs d'allégations de santé. Ensuite, les légumineuses qui sont des ingrédients qui sont fortement connotés, bonnes pour la santé, qui s'intègrent dans un équilibre alimentaire global, puisque c'est des produits qui sont riches en fibres, qui sont riches en protéines et qui peuvent
contribuer à améliorer le profil nutritionnel de produits qu'on connaît bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve vraiment sous toutes leurs formes, et notamment dans des formes connues comme des biscuits apéros ou des pâtes assez variées. Donc, on va intégrer de la farine de légumineuse dans des produits qu'on connaît bien pour booster un peu le bénéfice santé qu'on va pouvoir associer à ce produit. Et enfin, en parlant de fonctionnalité santé, on a quand même toujours recours aux super aliments, donc qui sont toujours plus variés. À chaque édition, on en découvre des nouveaux. Des super graines, des algues qu'on a pas mal vues, de la spiruline. Voilà, c'est très varié et pour le coup, selon où on se positionne dans le monde et d'où vient le produit, on va pas pouvoir forcément avoir les mêmes allégations santé puisqu'il n'y a pas toujours la même réglementation en place. Et c'est vrai que des fois, on est assez surpris de ce que les industriels mettent en avant sur les packs, puisque typiquement par rapport à notre réglementation en France et en Europe, on n'aurait pas forcément pu alléguer de la même façon. Et c'est vrai que sur ces super aliments, on a vu beaucoup de produits avec des graines, bon, des graines plus ou moins connues, hein, comme celle de lin de chanvre, mais aussi des graines un peu plus inconnues, notamment en Europe, comme la graine de caméline. Donc, une graine plutôt connue au Canada qui est utilisée comme topping et qui permet vraiment d'ajouter un aspect nutritionnel et texturant intéressant au produit. J'enchaîne sur notre 5e tendance qui s'adresse donc à un public qui veut consommer du végétal et qui, par définition, est un petit peu plus enclin à cuisiner et donc avec des produits qui vont aider à faire de la cuisine soi-même. Donc pour faciliter, mais sans remplacer le fait d'assembler des ingrédients, de les cuire, de les préparer. Et donc pour ça, on va avoir des sauces à cuisiner ou des aides culinaires. D'ailleurs, le produit Umami, c'est un des produits de la gamme qui a été récompensé pour la restauration hors domicile, puisque c'est une aide culinaire qui permet de préparer des sauces au goût de produits animaux, mais tout en restant dans le végétal. On a également des substituts d'œufs qui s'utilisent de la même façon qu'on utiliserait des œufs de poule, qui peuvent être soit avec le jaune d'œuf, soit avec juste le blanc d'œuf. Et on a également des préparations pour préparer soi-même des substituts de viande, donc des solutions déshydratées en poudre ou en flocons qui doivent être réhydratés par la suite et qui peuvent notamment par le fait que ce sont des préparations sèches retirer des additifs ou des conservateurs qu'on peut retrouver dans les versions prêtes à consommer. Et enfin, sur le volet des emballages, la mention du jury, c'est peut mieux faire, même si on a vu des propositions intéressantes. En l'occurrence, sur les emballages, il y a une vraie question sur la réduction de la quantité d'emballage, que ce soit sur la réduction du plastique principalement, mais aussi du carton. On a vu plusieurs produits en skin pack, puisque dans certains produits, pour des raisons de sécurité alimentaire et d'hygiène, on ne peut pas forcément s'abstenir entièrement du plastique, mais du coup, on va le réduire au strict minimum. On a aussi vu des produits qui mettent en œuvre du plastique 100% recyclé. C'est d'ailleurs le cas de la bouteille que vous voyez au milieu, qui est une bouteille de lait et qui est grise et opaque puisqu'elle est faite à partir de plastique 100% recyclé. Donc, il y a un peu de pédagogie auprès du consommateur pour faire accepter ce nouveau visuel du produit puisqu'on n'est évidemment pas habitué à ça. Et on a également vu un timide retour de la consigne qui est quelque chose que les générations précédentes connaissaient bien mais qui a disparu quand les bouteilles en plastique se sont généralisées. En l'occurrence, effectivement, le verre est un matériau qui est plutôt très bien recyclé, mais effectivement, si on peut s'abstenir de l'étape de destruction et de recréation de la bouteille en verre, ça peut être un bon avantage, même si évidemment, ça pose d'autres questions en termes de logistique, de transport, voilà, ça pose d'autres questions, mais ça peut être un point intéressant à retenir sur les emballages. Ok, merci Solène pour toutes ces infos sur les tendances. Donc, si pour faire un petit résumé, donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations substituts et de nombreux concepts à base de légumineuses, mais que dans tout cela, quand même, le maître mot, c'est vraiment encore et toujours le plaisir, mais qui doit être garanti du coup par la naturalité, par la fonctionnalité des ingrédients, la réduction des substances controversées, ou sinon la mise en avant d'un plaisir, on va dire, plus sain et gourmand. Donc maintenant, peut-être pour passer à une seconde partie sur ce webinaire, une question qu'on nous a souvent posée sur le SIAL, c'est nos produits coup de cœur.
Donc, dans tout ce que nous avons vu, dans tous les produits sélectionnés, quels ont été, toi, Solène, tes coups de cœur? Et je rappelle aussi que, comme tu faisais partie du comité de sélection, tu as vu passer beaucoup de choses. Oui, en effet, c'est pas forcément évident de choisir parmi les 1800 produits qu'on a vus, mais du coup, j'en ai sélectionné plusieurs. Globalement, sur cette édition, si vous avez vu un petit peu ce qui s'y est passé, impossible de passer à côté de Zalg, qui est le produit qui a reçu le prix or sur cette édition du Cial, et qui, comme son nom le laisse entendre, est fait à partir d'algues. En l'occurrence, c'est une entreprise française qui vient de Bretagne et qui cultive des algues pour en faire des petits cubes surgelés à consommer de plein de manières différentes. Ça peut être intégré dans des préparations, des poêlés, des gratins, voilà, ça peut être revenu à la poêle et consommé à l'apéritif, par exemple. Ils veulent vraiment faire des algues un légume du futur, puisque effectivement les algues sont nutritivement intéressantes. Elles ont un apport en fibres, en magnésium, en calcium qui sont très intéressants. Et également, c'est une culture bénéfique pour l'environnement puisque elle constitue un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle stocke du carbone plutôt que d'en émettre. Donc voilà, d'un point de vue environnemental et nutritif, c'est vraiment un produit qui est intéressant, même si effectivement le goût iodé peut ne pas plaire à tout le monde. Et donc, il y a effectivement une question d'habitude à développer par rapport à ce type de produit. Oui, c'est vrai que ça répond bien, je trouve, au motto du Cial qui est on the change, puisque ça coche, comme tu le disais, toutes les cases, que ce soit à côté plaisir avec des goûts forts, praticité et surtout l'aspect plus innovation végétale avec des écologiques. Tout à fait. Ensuite, j'ai retenu cette gamme de petites conserves de Dossi donc c'est des petites conserves qui sont plutôt des conserves individuelles et qui sont des conserves de légumes, des légumineuses ou de céréales. Et donc, l'innovation sur ce produit, puisqu'on connaît déjà bien les conserves de ce type-là, l'innovation, ça va être qu'il n'y aura pas de saumure. Donc, la saumure, c'est le liquide salé qui est notamment, enfin, traditionnellement inclus dans ces conserves et qu'on vide avant de consommer la conserve. Et donc là, le fait de ne pas avoir de saumure, ça permet d'avoir un produit au final qui est moins salé et la consommation de sel, en tout cas la surconsommation de sel, est un vrai sujet de santé publique en France, mais dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Et donc, voilà, d'avoir un produit qui reste accessible, facile d'utilisation, qui nutritionnellement est un petit peu plus intéressant que ce qu'on pourrait trouver avec une saumure, même si évidemment tout dépend également après de comment on cuisine et comment on consomme ces produits, mais ça reste une façon pratique, accessible de consommer ces produits-là tout en ayant un apport en sel un peu plus réduit. Ensuite, toujours sur l'aspect nutritionnel, ce qui m'a semblé intéressant, c'était la marque Too Good qui utilise de la fibre de chicorée pour réduire la teneur en sucre de ses produits, voire ne pas utiliser de sucre du tout. C'est le cas de la barbe à papa que vous voyez à gauche, en tout cas le substitut de barbe à papa, puisque la barbe à papa est un produit euh, très très largement composé de sucre. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très équilibré, ou en tout cas à consommer avec modération. Et donc là, ils font un substitut de barbe à papa qui est complètement à partir de fibres de chicorée, ce qui permet d'avoir un profil nutritionnel beaucoup plus intéressant et qui est notamment signalé par le Nutri-Score A que le produit a obtenu. Donc, plutôt quelque chose d'intéressant et qui concilie bien l'aspect gourmandise, mais tout en restant plutôt du côté raisonné et sain de la gourmandise. Et ce brownie également qui a un peu de sucre en plus de la fibre de chicorée, mais quand on le compare par rapport à d'autres produits similaires sur le marché, ça donne quand même une teneur réduite en sucre et en matière grasse. Voilà, donc l'utilisation de la fibre de chicorée que je trouverais très intéressante. C'est également aussi des produits qui sont faits en France. Voilà, donc pas mal d'innovations côté français qui m'ont plu. Et c'est vrai que sur la barbe à papa hein, que j'ai goûté, le goût est bluffant, enfin, gustativement parlant, on n'a pas l'impression que c'est d'autres ingrédients que le sucre. Et c'est vrai que personnellement, je trouve que ça ajoute peut-être un peu plus par rapport aux édulcorants où il y a quand même un petit goût qui vous reste en bouche à la fin. Là, c'était, voilà, on ne sentait pas la différence. Et je finis sur des innovations qui sont plutôt orientées économie circulaire et anti-gaspillage.
puisque voilà, on n'en a pas vu énormément d'exemples, mais ceci, je l'ai trouvé intéressant puisque c'est quelque chose qu'on voit. Alors, c'est principalement des choses qu'on voit plutôt en Europe, en l'occurrence, le produit à gauche. C'est un produit belge qui valorise dans la cabosse de cacao à la fois le fruit, mais également la pulpe autour, qui est souvent un coproduit qui n'est pas forcément valorisé. Ensuite, on a un produit français qui valorise des vins destinés à être jetés, donc par exemple des bouteilles de dégustation qui ne sont pas finies, etc. Et donc là, on va revaloriser ce vin pour en faire un vinaigre plutôt positionné de façon premium, donc en valorisant ce qui aurait dû être jeté. Une farine de drèche, donc les drèches sont des coproduits issus du processus de brassage de bière, et donc là on va en faire une farine qui est riche en fibres, riche en protéines. Et enfin un cola avec de la cascara, qui est un coproduit du fruit du caféier, qui est également pas toujours valorisé. Donc globalement, des innovations qui valorisent des coproduits ou des déchets d'autres productions. Je trouve que la démarche est intéressante et à mon sens, pas encore assez présente dans les innovations qu'on a vues sur cette édition du CIAL, mais ça ne demande qu'à se développer par la suite. Et toi, Anne-Claire, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé sur ce CIAL? Ouais, moi, mon coup de cœur, il revient vraiment, à ces petites framboises surgelées qui sont enrobées de chocolat. Il y a un effet, texturant et croquant en bouche, c'est vraiment délicieux et j'ai bien aimé cette innovation parce qu'il y a le côté, snack plaisir, mais un snack simple et gourmand, justement dans cette tendance du snack sain et gourmand. Et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est ce format de bouchée qui est, très à la mode, et qui prend de l'ampleur d'ailleurs, que ce soit en sucré mais aussi en salé. On a vu pas mal de choses sur cette édition en termes de bouchées, de boulettes, de format pané, grillé, de format de petites bouchées à réchauffer. Donc c'est pour ça que cette inno me paraissait assez intéressante et très, très bonne. Voilà pour cette partie un peu coup de cœur. Maintenant, on en arrive à la dernière partie de ce webinaire sur un peu le bilan et perspectives. Solène, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan de cette édition et est-ce que tu aurais des remarques à faire sur ce qui t'a le plus marqué? Et aussi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses des évolutions possibles pour l'édition du coup de 2024? Ouais, c'est effectivement pas forcément toujours évident de synthétiser un tel événement et une telle richesse en termes de produits et d'innovation et de propositions. Ce que j'en retiens et ce que je pense tout le monde aura retenu là après cette présentation, c'est vraiment qu'il y a des innovations végétales qui sont de plus en plus nombreuses et variées. Sur cette catégorie de produits, il va vraiment y avoir progressivement à intégrer de plus en plus les challenges en termes d'ultra transformation et de clean label, puisque effectivement, comme on le précisait, des produits qui veulent ressembler à d'autres, ça va nécessiter potentiellement des listes d'ingrédients longues et compliquées. C'est pas forcément ça que les consommateurs ont envie de voir maintenant. Donc voilà, comment on va faire pour que ces innovations soient de plus en plus simples et moins transformées? C'est un peu un challenge et donc certains acteurs se positionnent déjà dessus, après à voir si le gros du mouvement va suivre. Ensuite, ce qu'on retient aussi et de façon vraiment très prononcée, c'est que les innovations sont vraiment ancrées géographiquement sur leur territoire. Ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'il n'y a pas de mondialisation de l'alimentation. Et là, ça s'est vu vraiment de façon assez marquée sur ces innovations. Ça va vraiment répondre aux attentes et aux préoccupations des populations pour lesquelles elles sont destinées. Par exemple, pour l'Europe et la France notamment, il y a des choses qui vont être très, très exprimées dans les innovations en termes de préoccupations environnementales, de bien-être animal, d'éthique, d'empreinte carbone, d'une démarche un peu globale meilleure pour l'environnement. Ça va être vraiment quelque chose qui va être assez exprimé en France et de façon générale plutôt en Europe, mais qui va être vraiment beaucoup moins exprimé dans d'autres régions du monde. Et il y a aussi une façon de comprendre un positionnement pour l'environnement qui va être assez différent, c'est-à-dire que quelque chose qui va être compris comme quelque chose, comme un produit anti-gaspi dans une partie du monde, va être complètement comprise différemment dans une autre partie du monde, puisque ça va être on va juste voir du suremballage, du plastique pour pouvoir faire des portions individuelles. Donc ça va être perçu de façon différente et on voit bien que voilà, ça s'exprime pas de la même façon partout dans le monde.
Et enfin, dans la même veine, en ce qui concerne les emballages, c'est encore une piste d'innovation qui est relativement peu investie, notamment sur le fait de la réduction de l'empreinte environnementale. Ça rejoint ce que je disais précédemment. Il y a vraiment eu des produits qui, d'un point de vue composition, positionnement, nutrition, et cetera, étaient intéressants, mais qui avaient vraiment un emballage un peu décevant de ce point de vue-là, avec du suremballage, du plastique sur du plastique sur du plastique. Voilà, du point de vue environnemental et au vu des impératifs actuels de ce point de vue-là, c'est quand même c'est parfois un peu dommage. Et on espère que pour les prochaines éditions, ce sera quelque chose d'un peu plus investi et qu'on verra de plus en plus de produits satisfaisants de ce point de vue-là. Oui, et je complète sur cette partie emballage en précisant que nous, on a reçu en termes d'innovation beaucoup de produits mettant en avant le caractère recyclable du produit. Mais aujourd'hui, être recyclable, c'est un peu un dû en fait. On en attend plus des entreprises, comme par exemple une prise de position sur la réduction des emballages ou sur une empreinte carbone réduite. Après, effectivement, on est tous conscients, je pense, que proposer des concepts innovants sur ces sujets, ça implique un changement dans les modèles de fonctionnement, de production des industriels. Donc, c'est plus difficile d'innover sur cet aspect et surtout beaucoup plus engageant. Mais voilà, on est sûr qu'on y arrivera et que ça prend juste un peu plus de temps. Ok, bah écoute, merci Solène pour ces 3 points à retenir et on a hâte du coup de l'édition aussi de 2024 du Ciel Paris pour voir ce qu'elle nous réserve. Avant de passer au Q&A, donc aux échanges, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je tenais à vous partager que nous avons notre rapport sur le CIAL Innovation est désormais disponible depuis cette semaine. Donc, nous y apportons un regard marketing et scientifique aussi sur les innovations présentées au CIAL Innovation, mais pas seulement. Nous, on a toute une partie de nos équipes, hein, de nos analystes de veille innovation qui sont allés arpenter toutes les allées du salon pour partir à la recherche des concepts innovants qui n'auraient pas été présentés. Donc voilà, ce rapport vous propose une analyse exhaustive des tendances repérées qui sont illustrées d'exemples produits, de chiffres clés et avec en complément l'accès aux fiches produits complètes des innovations présentées sur ce salon, sur vos catégories. Donc n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à revenir vers nous. Donc c'est parfait, on a le temps pour 5 à 10 minutes d'échange, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, si vous étiez au CIAL ou si vous n'avez pas pu y aller, etc. N'hésitez pas à nous en faire part. Et, hop, je regarde les questions. Donc, on a en question. Alors, on a une question. Pouvez-vous nous en dire plus sur les autres CIAL organisés? Quelles tendances remarquer aussi sur les autres CIAL? Alors globalement, on va avoir des tendances qui se retrouvent un peu dans les différentes régions du monde, mais ça va effectivement pas s'exprimer de la même façon. Il y a effectivement d'autres CIAL. Alors le CIAL Paris est le plus grand de tous les salons CIAL. On en a d'autres en Asie notamment, un CIAL au Canada, un CIAL nouveau à Las Vegas qui aura lieu pour la première fois ou la deuxième fois l'année prochaine. Oui, qui était nouveau Voilà. l'année dernière. Ouais. Voilà. Et du coup, pour chacun de ces CIAL, c'est des CIAL un peu plus régionaux, donc qui sont un peu moins représentatifs de ce qu'on voit dans le monde et donc qui sont plus représentatifs de l'innovation de cette région du monde en particulier. Et en effet, on va voir que les produits qui sont présentés sur ces CIAL-là sont plus emblématiques des pays, des régions du monde qui correspondent. Donc, ce qu'on va voir, c'est que typiquement, en Asie, on va avoir beaucoup de produits très axés fonctionnalité santé, quitte à avoir des produits qui sont très médicalisés, on va dire, donc des poudres, des gélules, qui s'apparentent presque même à des compléments alimentaires. En tout cas, la fonctionnalité santé est très, très recherchée plutôt en Asie, notamment en Chine.
En Amérique du Nord, on va avoir pas mal de produits bien-être, relaxation, notamment avec pas mal de produits qui mettent en œuvre du CBD. On va aussi avoir, il y a le régime cétogène qui est qui suscite beaucoup d'innovations en Amérique du Nord. Donc, régime cétogène, c'est le fait de ne pas consommer de sucre ou de façon très très limitée et de remplacer l'apport énergétique du sucre par un apport en lipides. Donc, on va avoir pas mal de produits qui sont axés là-dessus et en l'occurrence, c'est vraiment assez spécifique à l'Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier. Oui, c'est ça, je pense qu'on observe quand même les tendances sont globales et générales, mais ensuite les leviers d'innovation par région du monde diffèrent. Là, il y a Exactement. un peu la différence. Mmh. Alors, les autres questions. Donc, de qui est composé le grand jury donc, qui a participé à la sélection des innovations? Ouais, alors en effet, le grand jury intervient, après, toute la succession de comités de sélection et le grand jury est là vraiment pour, attribuer, les 21 prix dont Anne-Claire, a parlé précédemment. Le grand jury, il est composé d'une trentaine, d'experts à peu près. À la fois, pour une bonne partie, ce sont des experts français, mais on a également eu des experts internationaux, et qui ont des profils assez variés. Le but, c'est vraiment d'avoir un panachage des expertises et des avis autour de l'agroalimentaire. Ça va aller, d'experts en formulation, en R&D, des responsables d'innovation, à la fois dans, des distributeurs ou des industriels. Il va également y avoir aussi des journalistes ou, des personnes qui sont plus dans des médias lifestyle et alimentation. Donc voilà, le but, c'est que tout le monde s'exprime au regard de son expertise en étant le plus objectif possible et en jugeant vraiment sur le caractère innovant des produits ou non, puisque c'est ça qu'on essaye de récompenser avec Ciel Innovation. Super. Prochaine question. Pensez-vous que les légumes fermentés, la fermentation soit une tendance à long terme ou une tendance passagère? Nous, c'est ouais. C'est effectivement alors la fermentation, c'est quand même vraiment quelque chose qu'on voit, s'installer relativement durablement. La fermentation, c'est pas nouveau, hein, c'est vraiment un processus, de très, très longue date et là, ça reprend un peu, de du vent, enfin voilà, ça reprend un peu en popularité, notamment puisque, c'est souvent associé, à des bienfaits plutôt dans la sphère digestive, et cetera, Oui. à cause des probiotiques. Après, les légumes fermentés, comme on disait, c'est quand même ça peut apporter un goût qui peut être assez polarisant. C'est pas forcément tout le monde qui apprécierait, mais il y a des cultures culinaires dans lesquelles c'est très présent, et notamment en Asie, puisqu'ils consomment pas mal de kimchi, donc qui est un chou fermenté. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a vu pas mal aussi là sur cette édition du Cial, le kimchi sous plein de formes différentes. Les légumes fermentés, ça peut, enfin, c'est difficile de prédire un peu comment ça va se comporter, mais ça peut tout à fait répondre à une envie d'ingrédients un peu simples, peut-être plutôt à intégrer dans un plat composé ou dans une salade un peu en topping. Voilà, ça peut être comme ça qu'on voit ce produit consommé, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que ça joue vraiment, c'est une tendance de forte qui va s'installer, notamment pour les fonctions santé et goût fort. Mm. Et en plus des légumes fermentés, on a aussi tout ce qui est kombucha, kéfir sur les poissons et Mm. aussi tous les produits laitiers qui utilisent cette fermentation. Prochaine question, avez-vous identifié des innovations packaging? Alors, c'était un des focus qu'on a fait dans nos tendances. Et effectivement, en packaging, on a trouvé que c'était pas forcément l'axe d'innovation qui avait été privilégié. Il y a eu quelques innovations que j'ai présentées qui étaient axées sur le packaging, notamment sur l'utilisation de matières plastiques 100% recyclées ou le fait de réduire au maximum la quantité d'emballage, quel qu'il soit. Et la consigne également qui a été illustrée notamment avec certains produits pour le coup très français. Donc, c'est pas forcément des préoccupations qu'on voit illustrées dans les produits du monde entier. C'est quand même encore quelque chose d'assez circonscrit à l'Europe et notamment à la France, puisque tout ce qui est écologie, éthique, c'est vraiment des choses qu'on voit très illustrées dans l'innovation française.
en élargissant un petit peu à l'Europe, ça c'est vrai, c'est le continent sur lequel les préoccupations de cet ordre-là sont les plus fortement illustrées dans l'innovation. Mais pour le coup, oui, effectivement, nous, c'est un de nos enseignements sur les packaging. C'est encore quelque chose sur lequel les industriels doivent continuer à avancer, pas forcément en axant purement et simplement leur innovation sur le packaging, mais aussi en associant leurs produits innovants d'un packaging qui ne soit pas complètement en plastique ou complètement en décalage par rapport aux préoccupations environnementales notamment. Ouais, c'est ça. Je pense qu'effectivement, on avait moins de matière cette année. Ce qu'on a vu, donc, c'était, comme tu le disais tout à l'heure, Solène, plutôt l'utilisation des matières recyclées, donc comme la bouteille de lait grise, ou la séparabilité du carton et du plastique facile. Mais voilà, à voir ce qui reste à être inventé. Alors, je continue avec les questions. Alors, quelles sont les tendances en termes de cuisine du monde? Alors, sur effectivement, l'influence des autres cultures culinaires peut être assez présente en termes de goût. Nous, on a coutume de parler de la variété d'essence et de l'introduction de goûts représentatifs d'autres régions du monde dans les préparations. Effectivement, là, on a vu pas mal des cuisines coréennes, par exemple, qui s'illustrent dans des produits qui vont être positionnés sur des marchés nord-américains ou européens. Et on a également vu aussi des produits d'influence africaine, donc tout ce qui est mafé, baobab, etc. Ça va être des choses qui vont se retrouver dans des produits vendus sur des marchés plutôt européens, nord-américains. Ouais, et effectivement, donc cuisine, mais après ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la fermentation, la cuisine un peu plus exotique avec inspiration coréenne, choux fermentés, etc. Et sur l'Afrique, pour revenir sur l'Afrique, on a eu donc, c'est pas nouveau, mais on voit quand même émerger un peu cet exotisme qui vient d'Afrique, avec notamment le Cameroun qui a présenté quelques innovations sur cette édition de Cial Innovation. Et le produit qui a reçu le prix dans la catégorie boisson non alcoolisée, c'est un maté, un thé maté qui est traditionnellement consommé en Amérique du Sud, mais qui là a vocation à être exporté pour que cette pratique qui est assez emblématique d'Amérique du Sud se démocratise dans d'autres régions du monde. Et donc, c'est un peu la volonté de partager des traditions culinaires, ou en l'occurrence là, autour d'une boisson dans d'autres pays. Donc voilà, c'était aussi intéressant de ce point de vue-là. Prochaine question. Est-ce qu'avec le Covid, vous avez remarqué une tendance dans l'introduction de produits étrangers sur le marché français? Je pense que en fait, sur le marché français, il faut déjà voir sur les produits étrangers, c'est déjà observé dans la restauration, parce qu'on part quand même du principe en général que le consommateur essaye toujours au restaurant avant de refaire chez lui. Par exemple, si on revient un peu à l'essence, les sushis, les premières fois qu'on mange des sushis, ce serait au restaurant, et après voir si on peut les refaire. Donc c'est un peu, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus sur surtout en termes d'effet Covid, ce que le Covid a vraiment surtout insufflé sur l'innovation alimentaire, c'était ce qu'on a un petit peu mentionné précédemment, c'est vraiment le retour à des goûts très connus qui nous évoquent quelque chose de très réconfortant. Et là, en l'occurrence, ça va être un peu ancré géographiquement. Donc nous, en France, on a vu des produits pas régressifs, mais vraiment sur du plaisir pur. Donc on a montré précédemment un exemple de yaourt ou dessert lacté, goût brioche perdue, ou des petits gâteaux qui nous rappellent un peu quelque chose de réconfortant. Donc ça va être un peu aussi ancré dans notre imaginaire culinaire géographique. Et sinon, ça va être tout ce qui va être immunité et voilà, des produits qui boostent un peu les défenses naturelles. Et là, auquel cas, oui, ça peut être venu de pays à l'étranger. En revanche, enfin voilà, c'est pas toujours assorti des mêmes allégations selon d'où on se positionne. Et effectivement, les réglementations autour des allégations santé, et notamment sur l'impact sur l'immunité, n'est pas toujours la même en France ou dans d'autres pays, quoi. Est-ce que vous avez vu des innovations bio intéressantes sur le bio?
Alors, le bio, c'est effectivement, ça a été très, très exprimé dans la dernière édition du CIAL Paris. Et effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup, qui a connu une croissance assez forte. Là, pour le coup, le bio devient vraiment plutôt un caractère un peu secondaire. C'est en tout cas pas ça qu'on va mettre en avant comme étant le caractère innovant. Au Ciel, il y avait effectivement une partie des exposants qui étaient regroupés par leur caractère bio. Mais en fait, sur cette édition, en tout cas, ça a vraiment pas été ça qui était mis en avant, puisque en fait, le bio, c'est un peu généralisé. Maintenant, on en retrouve partout dans tous les rayons. Donc, c'est pas ça qui va constituer le caractère innovant du produit. Et donc, en fait, ça n'a pas forcément été retenu pour ce paramètre-là du produit. Ouais, c'est ça, on parle maintenant, nous, chez Protéines XTC, on parle beaucoup de bio augmenté, c'est-à-dire que le bio, encore une fois, c'est quelque chose qui se généralise et comment valoriser le bénéfice pour le consommateur au-delà du bio. Tout à fait. Prochaine question, quelle tendance avez-vous observé sur les boissons? Alors sur les boissons, effectivement, c'est une catégorie de produits qui innove beaucoup et c'est vrai en général et c'était vrai aussi là sur Social. Sur les boissons, un fait assez marquant puisqu'on a vraiment eu pas mal de boissons de cet ordre-là, c'est les boissons non alcoolisées ou désalcoolisées. Je m'explique, des boissons qui à la base sont alcoolisées et qui en fait, dont on a retiré l'alcool pour en faire comme un soft, mais qui évoque, qui reprend tous les codes de consommation et de visuel produit d'un produit alcoolisé. On a eu par exemple du Kir Royal sans alcool, on a eu du rhum sans alcool, et celui-ci en l'occurrence c'était vraiment, c'était du rhum classique qui contient de l'alcool, mais dans lequel vraiment on a retiré la teneur en alcool à la fin et présenté dans une bouteille vraiment comme du rhum alcoolisé. On a aussi vu une boisson qui était intéressante, qui était de l'hydromel pétillant. Donc l'hydromel, plutôt quelque chose de connoté un peu ancien, un peu voilà, des recettes très anciennes. Donc c'est avec du miel fermenté. On retrouve là aussi encore la fermentation, mais pétillante et du coup de façon un peu plus, on va dire festive. Voilà, il y a toujours quelque chose de soft. Donc le désalcoolisé assez représenté. Et sinon, toujours ouais, la fermentation, ça a vraiment été quelque chose qu'on voyait pas mal sur les boissons en termes de kéfir, de kombucha. Voilà, sur les boissons. Ouais, c'est ça, jouer sur la fonctionnalité et les allégations un peu différentes selon les pays. Mais... Tout à fait. Ok, et du coup, je pense, dernière question. Alors, je ne suis pas sûre, moi, de la comprendre, mais présentation en vrac avec distributeur de la part des marques. Donc, j'imagine s'il y a eu des innovations qui jouaient, enfin, qui mettaient en avant le côté vrac. Alors, pour le vrac, c'est pas forcément quelque chose qui se prête à être présenté au CIAL, puisque en fait, par définition, ça va être plutôt des produits packagés. Donc, si c'est vraiment ça le sens de la question, effectivement, on n'a pas vu de produits en vrac présentés au CIAL. Ouais, je crois qu'il y en a eu quelques-uns, mais que c'était pas, ça restait du vrac, quelque chose qu'on a déjà vu, qui serait pas nouveau de cette édition, donc qui n'a pas forcément été sélectionné. Après, si on sort du périmètre strictement du CIAL Paris 2022, oui, c'est vrai, le vrac est quelque chose qui se développe et notamment sous l'impulsion des marques alimentaires qui développent leurs propres produits qui sont habituellement dans des packagings en version vrac pour que les consommateurs puissent en prendre autant ou aussi peu qu'ils ont envie dans leur propre contenant et pour réduire un petit peu la quantité d'emballage qui est associée. Mais ça va être directement dans les lieux de vente plutôt que présenté au CIAL en tant qu'innovation. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mais sinon, alors je vois quelqu'un en train de taper. Voilà, c'est bon, parfait. Merci beaucoup, très intéressant. Ah si, quels sont les pays les plus présentés au CIAL?
Dernière question. Alors, donc, comme Anne-Claire l'évoquait, cette année sur le ciel, il y a eu 7000 exposants, donc ce qui est assez colossal et qui sont vraiment internationaux. Donc, on a eu un 20% à peu près d'exposants français, ce qui est quand même assez logique puisqu'on était en France. Mais ça nous laisse quand même 80% des exposants qui étaient internationaux. C'est assez varié et pour l'instant, enfin, c'est difficile d'avoir sans avoir pour l'instant reçu le débrief complet du CIAL, une cartographie, on va dire, de d'où venaient les exposants. Nous, notre intuition, c'est un peu que il y a eu un petit peu moins d'exposants asiatiques et notamment chinois, puisqu'ils sont encore bien impactés par le Covid et donc ils ne pouvaient pas forcément se déplacer aussi facilement que nous. En revanche, sur les exposants nord-américains, ils ont été plutôt bien représentés. Il y avait beaucoup aussi d'exposants de tous les pays en Europe, y compris des pays un petit peu plus lointains. Donc voilà, à notre sens, plutôt une bonne représentativité des différents pays, mais effectivement avec peut-être un peu moins d'exposants chinois et asiatiques. C'est ça, et peut-être un dernier petit mot sur les participants au CIAL. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu l'année de 2020 avait été faite en distanciel, donc il y avait un peu cette question sur comment serait cette édition 2022, si les exposants allaient vraiment venir, etc. Et la réponse c'est oui, hein, on voit qu'il y a eu quand même tout le monde est venu, tout le monde était au rendez-vous et ça fait un événement assez grand et bien réussi, bien représenté sur toutes les régions du monde. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. En plus, il va être 9h. Donc, merci à tous pour 10h. Je remonte le temps. Et, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas, donc, si vous avez d'autres questions, à nous les poser directement et vous aurez accès au replay automatiquement. Merci beaucoup et passez une bonne journée.